Bonsoir, nous sommes heureux à l'Académie des sciences de vous accueillir pour cette conférence du mardi à César, très particulière, sur la musique et sur la diffusion de la musique. Alors, nous avions prévu ce soir de faire intervenir un musicien toulousain bien connu et bien aimé par beaucoup de gens, qui s'appelle Michel Brun. Mais à l'Académie des sciences, comme nous avons un certain groupe, une certaine élite, nous avons pensé que peut-être ce musicien qui est toulousain simplement, est connu du grand public, mais un peu méprisé par une partie quand même de l'élite, il va mieux recourir à un musicien plus important. Et nous avons rencontré avec beaucoup de chance avec Lydia, il y a quelques jours, un musicien international, Michael von Burnitsch. Michael von Burnitsch est célèbre pour ses représentations dans le monde entier, de l'œuvre de John Cage et de beaucoup de grands musiciens. Je l'avais personnellement rencontré au Mexique, dans la ville de Oaxaca, et Lydia l'a rencontré plusieurs fois à Lisbonne. Elle a un amour assez particulier pour lui, secret, mais je le révèle à tout le monde. Et donc, je vous demande de bien vouloir accueillir Michael von Burnitsch avec le respect qu'il exige, parce qu'il est extrêmement caractériel, extrêmement pénible, et il a une idée très haute de la musique, qui est aussi celle que nous avons à l'Académie des sciences. Le concert, qu'est-ce que c'est cette histoire? Les préludes de Chopin, il y en a un grand nombre. Alors que faites-vous là? Laissez travailler le musicien. Alors, y aurait-il un problème? Merci, un grand merci à mes contributeurs. Y aurait-il un problème avec le public de la musique classique? Il semble que oui, visiblement, puisque certaines personnes ne savent pas comment se comporter au concert classique, et donc il y a un problème avec le public de la musique classique. Voilà. J'ai souhaité commencer cette intervention par un petit gag pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que c'est un sujet évidemment sérieux. Et donc, ne vous inquiétez pas, le déshabillage ne va pas aller bien loin. Et voilà.
sérieusement, moi qui suis musicien, je vais parler sans vous me dites-moi si vous m'entendez sans micro, je préfère. S'il faut un micro, j'utiliserai bien sûr un micro. Donc moi qui suis musicien classique, j'entends dire depuis longtemps par, on va dire, l'ensemble des intervenants culturels, qu'il y a un problème avec le public de la musique classique. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention aujourd'hui « Tous mélomanes », mais avec un point d'interrogation. Peut-être un élément de réflexion intéressant par rapport à ce problème que nous abordons aujourd'hui est le suivant. Pour préparer cette intervention, je vous l'avoue très franchement, c'est la première fois que je fais une telle intervention. Vous essuyez les plâtres, en quelque sorte, de ma carrière de pianiste déjà, et puis ensuite de ma carrière de conférencier. J'ai donc interrogé autour de moi un certain nombre de personnes, et en particulier, évidemment, c'était ceux qui m'intéressaient le plus, ceux qui ne vont pas au concert classique. Et la première remarque qui est venue, c'est ce qui m'a donné envie de ce petit, comment dirais-je, galéjade du début, c'est « Oh, moi ce qui m'énerve au concert classique, c'est le rituel qui entoure le concert classique. Pourquoi ne pourrait-on pas écouter de la musique, de la très bonne musique éventuellement, en toute simplicité? On arrive, on s'assoit et ça commence. » Alors, qu'est-ce que c'est que le rituel de la musique classique? Ça recouvre des choses assez diverses et assez complexes. Le premier, le plus notable, celui qui d'ailleurs tend petit à petit à disparaître, c'est celui sur lequel j'ai insisté, c'est-à-dire la fameuse queue de pie et l'auguste mouvement du pianiste pour rabattre la queue de pie derrière le tabouret de piano. Je crois qu'on est nombreux à avoir vu cette image en récital de piano, ça a encore cours de nos jours, tout à fait bien entendu. Hein, voilà. Évidemment, ce n'est pas le plus intéressant. Dans un concert symphonique, c'est tout le rituel de l'entrée de l'orchestre. L'entrée à l'américaine, ça se dit comme ça, parmi les musiciens, c'est-à-dire les musiciens rentrent quand ils veulent, comme ils veulent. L'orchestre du Capitole, en France, pratique souvent l'entrée à l'américaine. Hein. Prélude sur leur instrument en public, et puis, à un moment donné, le noir se fait dans la salle, et là, arrive le chef d'orchestre, et salue, l'orchestre se lève, le chef salue, il se retourne, l'orchestre s'assoit, etc., etc. Le rituel de début, le rituel de fin, c'est de, bien sûr, remercier le premier violon, etc., etc. Bien. Ça, c'est des rituels qu'on pourrait qualifier d'un petit peu décoratifs. Mais le deuxième rituel auquel vous avez assisté là tout à l'heure, lui est beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Vous avez certainement assisté à des concerts où un spectateur enthousiaste a applaudi et c'était pas le bon moment. Et donc à ce moment-là, immédiatement, ceux qui savent, comme ce monsieur, comment dirais-je, réagissent d'une double manière. D'abord, en reprenant le monsieur en question, et deuxièmement, en montrant à l'ensemble de l'Assemblée que eux, ils savent. Sur le premier plan, c'est pas très malin, parce que si l'interruption par quelques applaudissements était gênante, alors elle est encore plus gênante et on sort encore plus de la musique s'il y a algarade. D'accord ? Donc voilà. Sur le deuxième plan, par contre, bravo monsieur, tout le monde vous a remarqué, c'est parfaitement réussi. Donc maintenant, tout le monde sait que vous êtes un vrai amateur de musique classique, parce que vous savez comment vous comporter dans un concert classique. Ce point est le premier qui m'a été donné en particulier par des jeunes. Voilà, des jeunes que j'interroge autour de moi. Il y en a certains, pour être tout à fait honnête, je regarde l'assistance, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, mais oui, on en parlera, ne vous inquiétez pas, on en parlera. Non, je cherchais un visage précis, j'ai pas eu parfois à aller chercher très loin, puisque j'en ai parlé par exemple avec mon propre fils, un jeune homme de 21 ans, qui, voilà, n'a pas le goût de fréquenter le concert classique pour un certain nombre de raisons, c'est pas la seule, mais dont celle-là. Ce rituel lui est étranger. Et donc, ça l'exclut d'une certaine manière de l'envie d'aller au concert classique. Juste un dernier mot sur ce rituel. Il a un petit côté désuet et un petit côté, reconnaissons-le, ridicule. Mais il n'est pas totalement inutile. Il a sa raison d'être.
Une de ses raisons d'être est que on n'applaudit pas, par exemple, entre deux mouvements d'une symphonie, parce que la symphonie a été conçue par le compositeur comme un tout, et que son déroulement, comment le qualifier, dramatique, au sens théâtral du terme, va être brisé par éventuellement des applaudissements qui vont retentir au milieu, d'une certaine manière. Et donc, c'est pas totalement stupide non plus que de désirer qu'une œuvre musicale, fût-elle longue, par exemple une symphonie de Mahler, qui durait près d'une heure, soit jouée sans un seul applaudissement. Donc, ce rituel n'est pas complètement ridicule. Le rituel également de ce temps qui est pris avec donc l'installation de l'orchestre, je vous ai parlé de l'installation à l'américaine, l'installation à l'européenne, c'est l'orchestre rentre en ordre, tous ensemble, et s'accorde à ce moment-là sur scène. Alors, l'accord, encore un rituel, le hautbois solo se lève, donne le la au vent, au bois tout d'abord, puis au cuivre, puis aux cordes. Quand il le donne aux cordes, le premier violon se lève, prend le la, le donne ensuite à l'ensemble des instrumentistes à cordes. C'est un rituel, mais en même temps, ce rituel est indispensable parce qu'il faut que l'orchestre s'accorde, et que si l'orchestre s'accorde dans n'importe quel ordre, si tout le monde prend le la n'importe comment, donc vous voyez que j'ai l'air de, comment dirais-je, me moquer, et uniquement me moquer de ce rituel, mais une partie en tout cas de ce rituel a un véritable rôle dans le déroulement du concert. Bien. Deuxième argument avancé pour ne pas aller au concert classique, c'est le prix. Le concert classique est cher. Faux. Totalement faux. Vous le savez, vous avez dû le constater. Deux choses là-dessus. Certains concerts qu'on va qualifier de musique actuelle sont aussi, voire plus chers, voire parfois beaucoup plus chers que les places les plus chères des concerts classiques, même des concerts classiques prestigieux. Et d'autre part, il y a une particularité dans le concert classique qui est qu'il y a toujours moyen de trouver des places très peu chères, y compris dans les concerts les plus prestigieux. Et je me souviens de cette anecdote, lorsque j'étais parisien, dans une vie antérieure, d'un ami fauché qui adorait l'opéra. À cette époque-là, donc, l'opéra, c'était encore l'opéra Garnier, c'est-à-dire un théâtre à l'italienne, avec les qualités du théâtre à l'italienne, proximité avec le public, la beauté du lieu déjà, la proximité, puisque c'est un théâtre en rond dont tout le monde se trouve relativement proche de la scène et de la fosse, mais avec les défauts du théâtre à l'italienne, qu'on connaît bien. Quand on monte trop dans les étages, on ne voit plus la totalité de la scène, parce qu'on n'a pas assez de recul pour voir toute la scène. Quand on est trop sur les côtés, c'est pareil, et quand on est sur les côtés et en haut, on voit presque plus rien. Et puis, l'opéra Garnier, pour ceux qui le connaissent, et c'est le cas de tous les théâtres à l'italienne, a des colonnes, et quand on est assis derrière une colonne, en haut, sur le côté, et donc, l'Opéra de Paris vendait ses places, mais vendait ses places à un tarif incroyablement bas. Et cet ami en question dont je parlais, fan d'opéra, et très grand connaisseur de l'Opéra de Paris, à force de le fréquenter, avait remarqué qu'un certain nombre de places vendues comme sans visibilité étaient en réalité avec visibilité. Alors, pas une excellente visibilité, moins bien qu'au parterre ou au premier balcon, mais avec visibilité. Simplement, il fallait être dans les premiers à les acheter, donc il était capable, pour un opéra qui lui plaisait, et un fan d'opéra est capable de ça, de faire la queue pendant des heures, voire la veille au soir, pour avoir une place, donc, pour l'opéra qu'il souhaitait, à un tarif très faible, mais avec visibilité. Donc, c'est une caractéristique du concert classique qu'il y a toujours des tarifs très intéressants. Troisième argument avancé, qui recouvre en partie d'ailleurs le premier quant au rituel, dans sa partie, on va dire, la plus proche de la connaissance intime du déroulement du concert, c'est donc, oui, mais je ne suis pas connaisseur de cette musique. Et donc, je ne peux pas aller l'écouter puisque je ne suis pas connaisseur de cette musique. Voilà. Alors là, évidemment, j'y reviendrai, je développerai ce point qui me semble être le plus important de tous, en réalité. C'est faux. Il n'est pas utile d'être connaisseur de la musique pour être touché par la musique. Peut-être,
faut-il se poser la question, éventuellement, si on ne se sent pas connaisseur, de choisir les œuvres qu'on va écouter, parce qu'effectivement, se trouver, je vais prendre un exemple absolument extrême, et je pense que tous ici vous serez d'accord avec moi, se trouver d'un coup parachuté dans un concert de musique archi-contemporaine, comment dire, peut pour le moins dérouter, et parfois plus. Voilà. Et donc, je ne veux pas dire ici que tout est facile à entendre dans la musique classique, mais je suis absolument persuadé, je l'ai dit, je développerai tout à l'heure, que tout le monde est à même d'apprécier la musique classique. Alors, une fois que j'ai énuméré, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, hein, ces raisons pour lesquelles la conséquence de tout ça, c'est donc qu'il est constaté de manière, on va dire, officielle, par en particulier une étude sur laquelle je me suis appuyé pour préparer cette conférence, donc je citerai quelques chiffres tout à l'heure, il y a donc un vieillissement du public des concerts de la musique classique. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui souvent sont évidemment mieux à même sur le plan financier, cet argument est faux, mais dans l'imaginaire, de pouvoir aller au concert classique. Ce sont des personnes qu'un rituel, éventuellement, auquel un rituel ne fait pas peur. Et enfin, peut-être, cette culture étant plus ancrée, on va dire, auparavant, la culture de la musique classique, elles ont davantage accès à ce mode de langage, elles ont aussi le sentiment de mieux le connaître, et donc se sentent plus à l'aise, d'une manière générale, dans le cadre du concert classique. Ce problème, je l'ai abordé, donc du public de la musique classique, je l'ai abordé là d'une manière, on va dire, un peu générale et un peu objective. Mais je vais parler un petit peu de moi maintenant, puisque Yves m'a demandé de faire cette conférence. Je vais donc parler aussi de mon expérience personnelle, à plusieurs reprises, dans les moments qui viennent. Moi, je suis particulièrement sensible à ce problème. J'y suis particulièrement sensible parce que la musique classique représente quelque chose de tout à fait particulier pour moi. Et je redis bien, là, c'est une expérience complètement personnelle, qui n'est peut-être partageable avec personne. Mais il se trouve que j'ai découvert le monde de la musique classique très tard. Très tard, non pas à l'âge d'homme mûr, mais très tard par rapport à ce qui est considéré comme un parcours normal, on va dire, lorsqu'on est un élève qui veut devenir professionnel. J'ai commencé la musique, j'ai posé pour la première fois mes lèvres sur une flûte traversière, à un moment donné, à un âge où la majorité des musiciens savent déjà qu'ils seront professionnels, et pour certains d'entre eux, sont déjà dans une filière professionnelle, en particulier, par exemple, sont déjà élèves au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Quel est cet âge? Cet âge est de 14 ans. À l'heure actuelle, donc âge auquel j'ai commencé la musique. À l'heure actuelle, il m'aurait été impossible de commencer la musique à Toulouse, au Conservatoire en tout cas de Toulouse, de commencer aucun des instruments qui est enseigné, peut-être à une exception près, parce que les limites d'âge font que 14 ans, c'est trop tard pour commencer la musique. La limite d'âge, par exemple, pour commencer la flûte au Conservatoire de Toulouse, c'est 11 ans. On peut éventuellement obtenir une dispense pour cas exceptionnels, 12 ans, mais 14 ans, impossible. Or, lorsque j'ai commencé la musique classique, donc, la pratique de cet instrument, par la pratique de cet instrument, ça a été un tel choc émotionnel, un tel, quel mot utiliser, éblouissement, une telle révolution intérieure, que, arrivé à l'âge adulte, je ne peux pas comprendre que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Et que, je suis ému, vous voyez. 14 ans, c'est un vieux souvenir, et pourtant, il est proche encore, visiblement. C'est tellement fort, ce qui se passe là, que, évidemment, le souhait, c'est que tout le monde y ait accès, et de partager avec tout le monde. Et donc, il y a ces données objectives dont j'ai parlé, et il y a cette donnée très personnelle, que je ressens profondément. Voyons, avant cet âge-là, je ne connaissais pas ce monde. Oh, j'avais bien entendu un peu de musique classique, mon père pratiquait le piano,
c'était un épouvantable pianiste amateur. Mais ça, je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire qu'enfant, je ne m'en rendais pas compte. Je vais là aussi vous raconter un petit souvenir d'enfance, très touchant. Je me suis souvenu, j'avais le souvenir de moments où mon père se mettait au piano familial, le piano de la grand-tante, désaccordé, qu'on connaît tous, et jouait un morceau. Et ce morceau me semblait d'une virtuosité absolument ébouriffante. Il y avait même un moment donné où il lui fallait croiser les mains. C'est-à-dire que la main gauche continuait l'accompagnement, la main droite, c'est son rôle en général, faisait la mélodie, et puis à un moment donné, la main droite passait par-dessus la main gauche et allait faire un petit bout de mélodie dans la partie grave du clavier et revenait là. Ce qui arrachait d'ailleurs à mon père une grimace épouvantable. Je vous assure que cette histoire est vraie, je ne l'enjolive pas. Ce morceau m'a hanté. Je l'ai retrouvé. Il est dans les classiques favoris du piano, volume 1. Donc, comment on voit la virtuosité? C'est très relatif. Avec des yeux d'enfant et avec des yeux d'adulte. Mais en tout cas, c'était mon seul contact avec cet univers. Et je dois dire d'ailleurs, j'ai commencé la musique enfant et j'ai arrêté tout de suite parce que ça ne m'a pas plu. Et donc, comment dirais-je, ce choc éprouvé à l'âge de l'adolescence venait en contraste avec cette indifférence, voire ce rejet que j'avais connu avant. J'en déduis donc que toutes les personnes qui me disent qu'ils ont un rejet, ou en tout cas pas de goût pour la musique classique, se trompent peut-être, et que peut-être il faudrait qu'un jour se produise dans la vie de chacun ce choc-là pour enfin pouvoir partager ces émotions inouïes que l'on ressent, en tout cas parfois, à un bon concert de musique classique. Bon, on pourrait dire, au fond, mais laisse-les. Ces gens qui disent ne pas aimer la musique classique, laisse-les. Peut-être qu'ils aiment le sport, peut-être qu'ils aiment la littérature, peut-être... Voilà, tout à fait. Mais quand on a ça profondément ancré en soi, ce sentiment de gratitude, peut-être, que je ressens, moi, d'avoir découvert ça, d'avoir pu en faire ma vie, mon métier, et d'être amené à travers ce métier par l'intermédiaire des concerts, donc de communiquer, je n'arrive pas à ce fatalisme, à me dire tant pis. Peut-être, comment dirais-je, peut-être au cœur de tout ça, il y a aussi cette constatation que j'ai faite. Je développerai donc comment mon activité de musicien m'a amené à réfléchir à cette problématique et à essayer de trouver des moyens, donc, parce que c'est facile de dire je souhaiterais, j'aimerais beaucoup, mais je ne fais rien pour partager cette musique avec davantage. Mais j'ai et nous avons mis en œuvre, avec l'ensemble baroque de Toulouse que je dirige, donc, des choses particulières pour essayer d'aller dans ce but-là. Une de ces choses particulières, c'est un projet qui nous a été proposé en réalité par des mécènes. Les mécènes en question sont des grandes écoles toulousaines. Ces grandes écoles toulousaines prennent en charge le budget d'une animation suivie d'un concert. C'est-à-dire qu'elles le financent, elles nous payent nos musiciens pour le faire, elles le prennent en charge financièrement, comment dirais-je, en faveur de lycéens, on va dire, en grande difficulté scolaire, mais juste avant la rupture avec le milieu scolaire. Voilà. Des lycéens dont on sent qu'ils sont en très grande difficulté, souvent liés évidemment à une difficulté sociale, mais ils n'ont pas décroché. Voilà, c'est ce qu'ils appellent les non-décrocheurs. Très, très vilain mot. Ce projet magnifique s'appelle les cordées de la réussite. Et voilà ce qui s'est passé la dernière fois que nous avons fait les cordées de la réussite. Donc, le projet est le suivant. Nous nous réunissons, nous les musiciens, après avoir travaillé évidemment l'œuvre que nous allons interpréter, et puis nous faisons une présentation de l'œuvre que nous allons jouer ensuite. Présentation, 3/4 d'heure, 1 heure. L'œuvre en question, évidemment, elle a été choisie pour ce public particulier, c'était Les 4 saisons de Vivaldi.
chef-d'œuvre s'il en est, mais aussi musique particulièrement accessible. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le choix qu'il faut faire quand on se sent étranger à la musique sur tel ou tel concert auquel on va aller, en tout cas les premières fois, pour s'initier. Et donc les 4 saisons. Donc, nous arrivons dans la salle en question, rentrent les lycéens. La moitié, vous imaginez, avec un casque sur les oreilles, le téléphone à la main, s'asseyant avec un air bougon. Mais qu'est-ce que je fiche là? Je serais bien mieux dehors dans la cour avec mes copains, etc., etc. La présentation se déroule, le concert se déroule. Je n'ai jamais entendu de tels applaudissements à la fin d'un concert. Et je suis, vous l'avez compris, très émotif. Ces jeunes étaient d'un enthousiasme que je n'ai jamais vu. Ils n'avaient pas de mots, pas de gestes pour dire leur bonheur. Après, il y avait ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire leur responsable leur avait dit, ben voilà, après le concert, si vous le souhaitez, vous pourrez rencontrer les artistes, leur poser des questions. Habituellement, avec les lycéens, parce qu'on a d'autres projets qui concernent les lycéens, comme par exemple d'aller dans des lycées. Nous avons beaucoup une collaboration avec le lycée Toulouse-Lautrec, où nous allons régulièrement faire des répétitions dans l'enceinte du lycée, et les lycéens passent. C'est beaucoup plus informel. Pendant la période de récréation, ils passent, il reste 10 minutes, et éventuellement une classe plus intéressée, peut-être aussi dont une partie du programme va regrouper quelque chose qu'on joue, vient et assiste à un bout de répétition. Mais c'est très informel. Mais là, ils étaient captifs, d'une certaine manière. Et donc, habituellement, ce moment de rencontre à la fin, de bord de scène, se passe de la manière suivante. Mais allez-y. Vous connaissez ça, cet âge, c'est peut-être encore même un petit peu pire à l'âge collège. Ne sortons surtout pas du lot. Ne nous manifestons pas du plaisir qu'on a pu avoir à écouter de la musique classique. On va être stigmatisé pour le reste de l'année. Et là, nous avons été assaillis par ces jeunes qui n'avaient pas les mots tellement ça se bousculait à leurs lèvres les questions qu'ils avaient envie de poser. Et moi, je me souviens d'une jeune fille qui s'est placée en face de moi et qui était dans une sorte de frénésie comme ça, qui m'a dit « Alors, moi j'ai noté, j'ai plein de questions à vous poser. » Elle écoutait même pas mes réponses, tellement elle avait envie de poser la question. Et je regardais autour de moi, et tous les musiciens étaient envahis de ça. Ces jeunes n'aiment pas la musique classique. Ils n'iront pas au concert. Mais ils adorent la musique classique. La preuve, ils l'ont plus qu'adoré. Ils étaient retournés par ce qu'ils ont entendu. Donc, il y a vraiment un problème de public de la musique classique. Il y a cette espèce de, comment on pourrait dire, cette espèce de frontière infranchissable entre ce qu'est la musique, la réalité de la musique classique, et ce qu'est le lieu où elle se passe, qui est le lieu du concert. Alors on pourrait dire, bon, très bien, à ce moment-là, nous n'allons pas au concert si on ne se sent pas apte à aller au concert, si on n'en a pas envie, si on n'a pas l'école, si on n'a pas assez d'argent. Écoutons la musique classique en enregistrement. Ben tiens, on va en donner un petit exemple. Écoutons de la musique classique en enregistrement. Je peux me permettre de lire sur vos visages, peut-être de généraliser. Oh là là, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps. Hein, c'est ça. Ok. Alors,
merveilleuse flûtiste qui a joué sur l'enregistrement. Mais on est tous d'accord, bon, les conditions sonores, on n'a pas fait exprès, hein. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, dans notre attitude, il n'y avait pas de provocation gratuite, mais les conditions sonores n'étaient pas excellentes pour entendre l'enregistrement, par rapport évidemment à l'interprétation. Mais il n'y a aucun doute quand même, ces conditions auraient-elles été parfaites, il n'y a aucun doute quand même que la musique, classique et pas classique, mais surtout la musique, je dirais, acoustique, c'est-à-dire celle qui n'a pas besoin d'amplification pour être entendue par le public, ben, la musique acoustique doit être vue et doit être partagée en direct. C'est-à-dire que on ne me fera jamais croire que le meilleur enregistrement du monde, fait par le meilleur ingénieur du son, diffusé ensuite sur la meilleure chaîne stéréo du monde, avec les meilleures enceintes du monde, vous savez qu'il y a des enceintes à 200 000 €, d'accord? Eh bien, ça vaudra 5% de ça, en direct. Pourquoi? Parce que là, il y a tout ce qui fait la musique. Il y a bien sûr la présence de l'interprète. Mais regardez bien. Là, la musique, elle a déjà commencé. Et là, encore plus. Il ne va pas se passer la même chose dans ma respiration si je fais ça. Pour jouer cette pièce, Syrinx de Debussy. Ou bien, si je vais jouer le début d'un concerto de Mozart, rapide. D'accord? Vous avez vu, mon attitude, ma respiration est différente. D'accord? Alors déjà, donc la présence de l'interprète, comment dirais-je, l'interaction entre son physique, voilà, l'interaction entre ses actes, ses gestes, et ce qui sort de son instrument. Et, alors on pourrait dire, bah oui, mais alors d'accord, pas musique enregistrée, mais DVD. Mais c'est pas du tout pareil. La présence ne s'incarne pas de la même manière. Il y a un double danger dans le DVD. Le premier, pour moi, dans tout ce que je vais dire ce soir, hein, vous êtes libre d'être d'accord ou pas du tout d'accord, évidemment, c'est un avis personnel. Mais le premier danger, c'est l'absence de vraie présence physique. Ça reste quelque chose de technologique, et même pareil, avec les meilleures caméras du monde, c'est moins incarné que la vraie présence. Mais il y a un deuxième danger pour moi. La musique classique, enregistrée et filmée, se développe énormément. Et ça induit pour moi, qui regarde beaucoup de ces concerts, un comportement modifié des artistes, que je trouve très déplaisant. Il y a beaucoup d'artistes qui jouent, pas seulement de leur instrument, mais qui jouent un rôle. Voilà. Alors il y en avait un qui était très fort pour ça. Si vous avez l'occasion de regarder, c'était un précurseur. C'était un précurseur d'ailleurs dans beaucoup de domaines. C'est cet immense chef d'orchestre au demeurant, hein, qui s'appelle Herbert von Karajan. Karajan, outre le fait que c'était un très grand chef d'orchestre, a été le premier, je pense, en tout cas le premier à le répandre de manière très... en s'en servant beaucoup pour sa carrière, un aspect communication sur son image. Voilà, c'est quelqu'un qui soignait énormément son image, et il a enregistré des concerts qui sont en réalité des films. C'est-à-dire que tout est réalisé par un réalisateur. Il y a une très belle version, je crois que c'est la 5e de Beethoven, d'accord, qui a été filmée par Clouzot, cet immense réalisateur français. Ce sont des images en noir et blanc d'une beauté sidérante. Sidérante. On a l'impression d'être au cœur de l'orchestre. Les caméras sont sous les instrumentistes, on voit, voilà. Mais c'est mis en scène. Et alors, évidemment, ça c'est pas très gênant, mais Karajan, lui, se met très en scène. Et donc, ça induit cette idée qu'on va être filmé et vu ensuite, ça peut induire en tout cas quelque chose de différent. On n'a pas le temps, évidemment c'est facile en film, hein, parce que si c'est pas bon, parce qu'on a plus fait l'acteur que le musicien, on refait une prise, et voilà, on garde l'image si elle est bonne, on refait une prise son et on la met sur l'image qui est bonne, tout va bien. En concert, on ne peut pas se le permettre. Là, pas de cinéma, j'ai envie de dire, la vraie vérité de l'homme, et donc il faut être au concert pour apprécier ça. Et puis, enfin, dernière chose, il y a ça que je trouve beau, moi, chez un instrument, mais là aussi c'est personnel. Donc, mon instrument est un instrument finalement assez imparfait. C'est un trou dans un tuyau, et en soufflant dans ce trou, il y a un biseau, et en soufflant dans ce trou, la lame d'air va se briser en deux et va produire un son. Mais ça crée donc un son parasite, qui est un souffle.
Quand un instrumentiste à cordes va prendre son archet pour le frotter sur la corde, il va y avoir un bruit de ce frottement. Quand un guitariste va pincer la corde de sa guitare, il va y avoir ce petit choc et parfois des couinements dans le déplacement de sa main gauche. Mais on peut considérer que c'est un défaut, et quand on enregistre un disque, on va faire tout son possible pour les éliminer. Mais ça fait partie de l'instrument, c'est la vie même de l'instrument. Alors évidemment, si pour un flûtiste il y a plus de sons parasites que de sons de l'instrument, c'est rare. Donc, la solution de se dire il ne faut pas aller au concert si on n'a pas le goût du concert classique, mais qu'on a le goût de la musique, qu'on aimerait bien écouter de la musique, pour moi n'est pas une vraie solution. La seule vraie solution, c'est inciter ceux qui n'ont pas envie d'aller au concert à aller au concert. Alors, avant d'arriver à cette partie-là de mon intervention, qui là aussi sera assez personnelle, puisqu'elle parlera des projets que je porte et que nous portons collectivement avec l'ensemble Baron de Toulouse, quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais quand même quelques-uns. Il se trouve que, miraculeusement, il y a eu une enquête qui a été faite par un sociologue, il y a quelques années, qui s'appelle Stéphane Dorin, qui enseigne donc à la faculté Panthéon-Sorbonne à Paris, et qui a fait une enquête sur les publics de la musique classique. Et par chance, il se trouve que ce monsieur nous a contactés pour que nous soyons un des ensembles référents de cette enquête. Alors nous avons été référents avec l'ensemble Baron de Toulouse de deux manières différentes. Noyés, on va dire, dans les statistiques qu'il a tirées de son enquête, et puis il nous a aussi, à un moment donné, communiqué un document sur ce qui concernait uniquement l'ensemble Baron de Toulouse. Donc je vais vous citer quelques chiffres. Je vais vous parler ensuite des projets spécifiques que nous avons conçus avec l'ensemble Baron de Toulouse pour essayer donc d'élargir le public de la musique classique. Et puis après, je vous citerai les chiffres qui concernent l'ensemble Baron de Toulouse et on verra si ça a apporté quelque chose. Alors, âge moyen de la fréquentation du concert classique en France. L'étude date de 2012. 56 ans. Niveau d'études, 75% du public a Bac+3 au minimum et 15% du public a un doctorat. L'activité du public qui fréquente le concert de la musique classique, 40% de retraités. Et les professions sont en très grande majorité cadres, ingénieurs, professeurs, et parmi les professeurs, beaucoup, c'est sorti comme ça, d'enseignants-chercheurs. Et une très forte proportion de médecins et d'avocats. C'est-à-dire, ce qu'explique Stéphane Dorin, c'est que, on va dire que il y a beaucoup de médecins et d'avocats qui fréquentent le concert classique. Beaucoup plus, par exemple, que d'ingénieurs. Là, je n'ai pas les chiffres, mais imaginons 15% des ingénieurs et 40% des médecins fréquentent le concert classique. Ça fait qu'il n'y en a pas énormément, parce qu'il y a moins de médecins peut-être que d'ingénieurs, mais en proportion, c'est important. Bien. Niveau de revenus du foyer, 5 800 € mensuels. Mensuels, oui, mensuels. Alors, ensuite, d'où vient ce public? 53% de ce public a reçu lui-même une formation musicale dans son enfance ou sa jeunesse, c'est-à-dire un petit peu plus de la moitié. Et garde-t-il une pratique de cette musique? 45% restent des musiciens amateurs pratiquants. Dans leur éducation, 60% de leurs parents écoutaient de la musique classique. 60% des personnes qui fréquentent les concerts classiques écoutaient de la musique classique et plus de 50% allaient eux-mêmes au concert classique. Je termine avec les chiffres. 25% de nouveaux venus à un concert classique, ce qui est beaucoup, hein, ceci dit, c'est relativement beaucoup. Et d'une manière générale, les personnes qui fréquentent le concert classique sont des gros consommateurs, j'aime pas le mot, c'est le mot qu'il a utilisé, d'activités culturelles autres, musées, patrimoine, festivals. Et le dernier chiffre, 30% d'entre eux écoutent France Musique ou Radio Classique, ou les deux. Voilà, pour vous situer à peu près ça.
Maintenant, je vais donc vous parler concrètement des projets que nous avons essayé de mettre en œuvre, et puis on reviendra sur ces chiffres, peut-être pour les comparer, pour voir si cette action apporte quelque chose, fait évoluer un petit peu les choses, ou si elle n'a absolument aucune influence sur ce public type, pourrait-on dire. Alors voilà, je ne sais pas qui d'entre vous, évidemment je reconnais parmi vous certains visages proches, qui connaît l'ensemble baroque de Toulouse et ses activités. Dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucun aspect publicitaire, évidemment, mais évidemment que j'ai aussi envie de parler de ce que nous faisons, puisque je suis au cœur de cette activité. Donc l'ensemble baroque de Toulouse, nous allons cette année fêter nos 20 ans. Dans quelques jours, nous allons fêter les 20 ans de la création de l'ensemble baroque de Toulouse, dont nous avons déposé les statuts de l'association en novembre 1998. C'est donc un ensemble de musique baroque, c'est-à-dire jouant de la musique, on va dire, de la première moitié du XVIIIe siècle, et la jouant sur des instruments anciens. Nous avons connu une dizaine d'années, on va dire, de développement d'un ensemble normal, c'est-à-dire que nous faisions des concerts, on va dire, normaux. On était engagé par un festival, par un programmateur, ou on autoproduisait nous-mêmes, pas souvent, parce que ça coûte cher, un concert, et on se produisait en concert. Donc là, rien de bien particulier par rapport à cette problématique du renouvellement du public. Sauf que, il était dans mon ADN personnel, et je crois que je le partage avec la plus grande partie des musiciens qui m'accompagnent dans cette aventure depuis donc maintenant, pour certains d'entre eux, 20 ans, puisqu'il y en a encore beaucoup qui étaient là à la création de l'ensemble, sauf que je n'arrive pas à me présenter à un concert en n'ayant pas fait précéder ce moment de la musique d'un moment d'échange avec le public. Alors ça peut revêtir plusieurs formes. La forme la plus simple, c'est à un moment donné du concert, ça n'est peut-être pas nécessairement d'ailleurs au début, ça peut être très bien de commencer un concert par le silence, puis par la musique, sans parole, mais à un moment donné du concert, j'ai besoin de prendre la parole pour échanger avec le public, pour parler au public. J'ai un souvenir à ce sujet-là, quelques souvenirs, un souvenir très particulier. Un jour, j'étais allé assister à un concert d'une saison très connue à Toulouse, qui s'appelle les concerts au musée. La saison s'appelle les Arts Renaissants. Ouais. Les Arts Renaissants, c'est une association qui organise 5-6 concerts de musique de chant dans l'année, d'ailleurs avec une dominante plutôt de musique ancienne également. Et je me rappelle un jour d'un concert fait par un petit ensemble, 3-4 musiciens, comme c'est toujours le cas, avec un piano-forte. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un piano-forte? Un piano-forte, c'est un instrument qui a été complètement oublié pendant un temps. Vous le savez, je ne vais pas faire un cours d'histoire de la musique, ce serait l'objet d'une autre intervention, mais à l'heure actuelle, l'instrument à clavier, dont je joue d'ailleurs merveilleusement, vous l'avez constaté, c'est le piano de concert. Avant, quand le piano n'existait pas, existait un autre instrument à clavier qui avait un petit peu la même fonction, on va dire, une fonction aussi, comment dirais-je, sociale, qui était d'être l'instrument à la maison, c'était le clavecin. Mais le piano n'est pas né ex nihilo du clavecin. Il y a eu en réalité une transition entre les deux instruments. Donc, petit à petit, le clavecin qui montrait des limites sur certains plans. La limite principale du clavecin, c'est que vous fassiez ça ou que vous fassiez ça, vous aurez la même puissance sonore. C'est un instrument qui ne peut pas faire de nuances. C'est simplement un petit morceau de plume, maintenant de plastique plus souvent, qui vient frotter une corde, pincer une corde, et le mouvement que fait le sautreau, donc, est toujours le même. Voilà. Donc, pas de nuance. Alors évidemment, ça peut créer une frustration, surtout pour jouer avec des instruments, donc ça c'est pas la flûte de la même époque que le clavecin, mais des instruments qui à l'époque en faisaient des nuances. Donc on a cherché à obtenir un moyen pour que la corde ne soit plus pincée, mais frappée, et que le geste du pianiste engendre, selon comment il était, plus ou moins de force, de nuance. Bien. On est arrivé au piano Steinway de concert, que vous connaissez tous, celui dont j'ai joué tout à l'heure, instrument magnifique, qui était l'aboutissement d'un très long travail, et en particulier, cette recherche était pour pouvoir sonner dans une salle de 1000, 1500, 2000, 5000 personnes. Donc il fallait un instrument très puissant, rien à voir avec le clavecin, qui aussi est un instrument très confidentiel. Et une des époques intermédiaires est donc ce piano-forte. C'est une sorte de piano, mais voilà, en devenir, on va dire. Et le pianiste qui jouait ce jour-là a pris la parole pour présenter son instrument.
qui était encore, c'est un concert qui date d'une bonne vingtaine d'années, qui était un instrument assez peu connu à cette époque-là. C'était un anglais, et avec un charmant accent anglais, il a dit juste au début quelques mots pour dire ce qu'était le pianoforte. Et ça a immédiatement créé une atmosphère d'intimité, de partage, d'écoute, qui n'y aurait pas été s'il était venu, en queue de pie, éventuellement, il avait salué, qui s'était mis au piano, qu'il avait joué. Et je me suis toujours rappelé de ce moment magique qu'il avait su créer par quelques mots, et en plus un peu maladroit, donc, puisque ça n'était pas ça. Donc dès le début, j'ai éprouvé le besoin de présenter, de parler, de présenter les œuvres, les compositeurs, le contexte dans lequel elles ont été conçues, etc. etc. Autant pour, comment dirais-je, les informations qui sont livrées, que justement pour créer ce lien un peu particulier, hein, pour casser cette distance. Alors, il y a juste des moments où c'est difficile, je pense, de parler au début d'un concert. Un exemple, ceux qui étaient là s'en souviendront, quand nous avons donné, il y a 2 ans, environ 1 an et demi, la Passion selon saint Matthieu, à la Halograin, avec l'ensemble baroque de Toulouse. Difficile de commencer ce concert en prenant la parole. Voilà. Tellement la musique est forte, tellement la musique est dense, tellement elle va remuer de choses fortes, tellement elle est longue, 3 heures, on n'a pas envie de rajouter, etc. etc. Voilà. Mais, du coup, nous avions organisé des ateliers qui présentaient cette œuvre en amont du concert. Hein, il y a eu 3 ateliers de 3 quarts d'heure, 50 minutes environ, pour présenter l'œuvre avant le concert. Donc, toujours, dès cette époque-là, ce souhait. Et puis, au bout d'une dizaine d'années de cette activité de concert, je surveille l'heure parce que vous avez remarqué que je suis émotif et bavard. Nous avons eu besoin de créer d'autres projets qui allaient encore plus loin dans cette recherche de croisement des publics, de rencontre d'un nouveau public. Et nous avons donc créé tout d'abord un projet qui s'appelle Cantate sans filet. Cantate sans filet vise à donner sur 25 ans, on ne le fera pas, on mettra plus de temps, on a pris du retard, 25 ans donc, l'intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach à Toulouse. Jean-Sébastien Bach a écrit 300 cantates, on en a perdu une centaine, il nous en reste donc 200, et nous en sommes à peu près 80-85, je n'ai pas compté avant de venir, mais on en a fait pas loin de la moitié finalement, donc on s'en tire pas si loin. Alors, bon, ben voilà, des cantates, oui, mais sauf que nous les présentons dans un contexte tout à fait particulier, puisque ça n'est pas un concert. Et le plus gros d'ailleurs marqué sur l'affiche, ça n'est pas Cantate de Bach, ça n'est pas, je le regrette d'ailleurs, Michel Brun, ni Michael von Bernisch, mais c'est ceci n'est pas un concert. Pour que le public soit tout de suite averti, d'ailleurs nous nous présentons devant le public pour ce projet en tenue de ville, pour bien montrer que ça n'est pas un concert. Et d'ailleurs, l'entrée est libre, il y a bien une caisse à la fin pour laisser une obole, mais l'entrée n'est pas payante. Et donc, on s'attaque, j'ai déjà dit pas mal de choses là, c'est gratuit. Alors attention, on est des musiciens professionnels, on ne peut pas faire que des concerts gratuits. Ou alors il faudrait qu'on ait un super mécène, qui nous mécène pour qu'on fasse que des concerts gratuits, on serait payé, on en vivrait, et en même temps, le public n'aurait pas à payer. Je ne sais pas d'ailleurs si ce serait très simple, mais bon. Mais, je parlais tout à l'heure du prix, qui peut être éventuellement, en tout cas dans l'imaginaire de certains, un obstacle, ça n'en est plus un, c'est gratuit. C'était un des premiers éléments de raison. Le deuxième élément, c'est de dire, voyons, c'est une musique un peu secrète. Bach a écrit cette musique, en réalité, pour correspondre à quelque chose de précis. Il n'a pas écrit cette musique selon son inspiration, sa seule inspiration, mais sur un texte donné, souvent écrit par un librettiste qui s'inspirait des Écritures saintes, qui piochait ici et là, etc. Ce qui en fait un espèce de patchwork de texte sur lequel le compositeur, d'ailleurs le compositeur à l'époque était beaucoup moins important que le librettiste ou que les textes dont on s'inspirait, et donc sur lequel le compositeur va avoir à mettre sa musique. Et donc c'est une musique fonctionnelle, j'ai envie de dire. Et donc, nous faisons une répétition publique pour expliquer un certain nombre des ressorts qui sous-tendent cette musique. Pourquoi Bach a mis ça à cet endroit-là? Ou peut-être dans l'autre sens, pourquoi au moment où le texte va parler de ceci ou de cela, par exemple de la mort, ou de la joie de la vie, ou des plaisirs de la vie auxquels il va falloir renoncer, pourquoi il a écrit cette musique pour illustrer ce texte-là? Et tout mon travail donc, dans la présentation des cantates, qui dure environ 1h30, c'est donc de créer ce lien entre
la musique écrite et l'écoute que le public peut avoir. Ensuite, oui, mais le concert classique, moi je suis assis dans ma chaise au fond là, et puis au bout d'un petit moment, je m'ennuie un petit peu, c'est un peu long. Alors, le meilleur moyen pour ne pas s'ennuyer, c'est de participer. Donc, dans les cantates sans filet, nous faisons chanter le choral final au public. On le répète un peu avec lui, pas trop longtemps, parce qu'en général on finit notre propre répétition avec un peu de retard, mais on fait répéter un peu le choral final et on chante ensuite tous ensemble. Et peut-être, dernière chose importante, la cantate en elle-même, une fois qu'on l'interprète après, donc l'écoute a été préparée pour le public s'attend à participer à un moment donné en chantant, à la fin, au moment du choral, et enfin, la cantate elle est courte. C'est 20 minutes. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand j'ai parlé des jeunes qui me disaient, moi, aller au concert classique, non, pas question. Le temps, le rituel, le prix, etc. Mais le temps, la durée du concert classique peut être un problème pour certains d'entre eux. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de saisons maintenant se dirigent vers les concerts plus courts. Je vous invite à regarder, si vous en avez l'occasion, par exemple dans les mémoires de Berlioz, la composition d'un concert à l'époque de Berlioz. Alors, en première partie, nous allons entendre en création la symphonie fantastique de M. Berlioz, nouvelle œuvre qu'il a créée, 3 quarts d'heure. Puis suivra la magnifique 7e symphonie de Beethoven. On est toujours dans la première partie, qui dure 40 minutes elle aussi. Puis suivra une ouverture d'un jeune et brillant compositeur. Entr'acte. En deuxième partie, la même chose. Les concerts étaient interminables. Et peut-être, je ne sais pas quelle était l'écoute du public à cette époque-là, peut-être s'ennuyait-il profondément, peut-être, voilà. Mais en tout cas, on tend vers un raccourcissement du temps des concerts, mais on pourrait dire, voilà, c'est parce que notre époque est une époque de zapping, ça ce serait le côté déplaisant, mais moi je pense plutôt que c'est très bien de concentrer son esprit sur un moment assez court, mais par contre de le faire entièrement, de manière très intense. Pourquoi? Voilà. Traditionnellement, on va dire, hein, lorsque j'étais jeune, le concert, c'était, quand j'étais jeune musicien d'orchestre, c'était une ouverture, 10 minutes, un concerto avec un soliste, entre 30 et 45 minutes, entr'acte et une symphonie, voilà, entre 30 et 45 minutes. Voilà. Et très souvent maintenant, c'est un concert d'1 heure, une ouverture, un concerto, par exemple, sans entr'acte. Donc, la cantate dure une vingtaine de minutes. Voilà, on n'a pas demandé à Bach spécialement de raccourcir le temps. Ça, deuxième projet que nous avons mis en place, et j'en terminerai avec ça, et puis après, donc, comme me l'a proposé Yves, ben voilà, vous aurez la parole, peut-être, si vous le souhaitez, pour poser des questions, telle ou telle question, ou faire état d'ailleurs de témoignages par rapport à votre vécu du concert classique, ce qui m'intéresse beaucoup. Nous avons mis en place, donc, un festival qui s'appelle Passe ton bac d'abord, et dont l'idée maîtresse était la suivante. Jusqu'à présent, donc dans ce projet des cantates sans filet et des concerts, même présentés, même commentés que nous faisons, nous nous adressons quand même essentiellement à la base à un public déjà attiré par la musique classique. Voilà. Et l'idée maîtresse de Passe ton bac d'abord, dès le titre d'ailleurs, et le jeu de mots, Passe ton bac est évidemment BACH, pourvu que le gouvernement n'ait pas la stupide idée de supprimer le baccalauréat, parce que notre jeu de mots aurait dit passe ton brevet d'abord, ça nous fait l'idée. Donc, dès le titre, c'est cool. La musique classique peut s'écouter en étant détendue, en étant modeste par rapport à son attitude, par rapport à la musique classique. Et je me rappelle très bien d'ailleurs d'une interview qui avait été faite à l'issue de la première édition, donc qui date maintenant de 11 ans, il y a eu 11 éditions de ce festival, d'un monsieur, on avait fait un micro-trottoir, et un monsieur qui disait « Oh, alors moi, vraiment aller au concert classique, alors non, vraiment jamais, hein. Mais là je passais dans la rue, j'ai trouvé l'affiche sympa, c'était la première édition, c'était Bach, c'est le visuel que nous avons repris pour cette conférence, Bach sur une planche de skate, d'accord, voilà. Et donc j'ai vu l'affiche, je l'ai trouvé sympa, j'ai regardé le prix, 5 €, le concert durait une demi-heure, je me suis dit je tente, j'y vais. Et il avait passé son week-end à parcourir les concerts de Passe ton bac. Alors ça c'était l'aspect facile du franchissement du pas, d'accord. Je vais 45 €, 1h30, avec des personnages qui m'intimident, en queue de pie et avec des rituels que je ne connais pas. Je ne serai pas à mon aise parce que je ne saurai jamais où et comment me comporter, à
quel moment applaudir, où applaudir, quand applaudir, comment le faire, etc. Ou alors je vais à quelque chose de plus détendu, comment dirais-je, qu'on essaye de rendre de la meilleure qualité possible pour autant. Il n'y a pas, on ne cède pas, on essaye de ne pas céder sur la qualité, mais où les choses se déroulent de manière plus détendue. Et enfin, dernier aspect de ce projet, nous y mêlons donc, sous la figure universelle de Bach, ce bonhomme, ce petit bonhomme, petit artisan de la musique, qui n'avait aucune prétention à la postérité. Imaginez-vous que je vous ai parlé tout à l'heure des 200 cantates de Bach, une seule cantate de Bach a été éditée de son vivant. C'est vous dire s'il n'écrivait pas pour la postérité. Il écrivait pour le dimanche suivant. Il était croyant, et puis aussi il était employé municipal, pour tout vous dire. Et donc s'il ne le faisait pas, il se faisait taper sur les doigts. Et donc il écrivait pour le dimanche suivant, et puis le dimanche suivant, il écrivait une nouvelle cantate. Quand il était en retard, parce qu'il avait trop de boulot, il reprenait une cantate qu'il avait déjà créée, mais dans une autre ville, bien sûr. Hein. Donc quand il était à Leipzig, il reprenait une cantate d'Eisenach, par exemple, ou de Leipzig, ou de Weimar, et il la retraficotait avec le nouveau texte, et puis il la servait comme ça. Mais il n'y avait pas d'aspect malhonnête, hein. C'était ce qu'on lui demandait, et c'était normal. Et donc il n'y avait pas ce côté postérité. Mais il se trouve que de nos jours, Jean-Sébastien Bach, on pourrait dire, c'est quelque part le prince des musiciens. Et donc, j'ai proposé à des musiciens de musique actuelle de s'emparer de la musique de Bach et de la passer à la moulinette de leur propre univers musical et de la restituer avec cet univers, en leur donnant une seule consigne: soyez respectueux et en même temps soyez totalement irrespectueux de cette musique. Parce que Bach lui-même, évidemment, a fait ça en son temps. Alors vous allez me dire, la musique actuelle, oui, c'est lui qui la faisait. Mais Jean-Sébastien Bach, probablement le plus grand compositeur de tous les temps, et le plus grand compositeur, en particulier dans un domaine le plus savant, le plus austère, le plus difficile, la musique de contrepoint, les fugues, les canons, etc. Tiens, à ce sujet-là, que ça ne vous fasse pas tous fuir, c'est la thématique du prochain festival. Nous allons essayer de rendre sexy le contrepoint. D'accord, il y a du boulot, mais vous allez voir. Et donc, ce compositeur-là, eh bien, il s'emparait d'un concerto de Vivaldi, qui était considéré comme un compositeur facile. 300 concertos. Vivaldi disait, j'écris un concerto, je compose un concerto plus vite que les copistes ne le recopieront, pour en faire les parties pour les instrumentistes. D'accord? C'est vous dire s'ils ne se prenaient pas la tête avec ces concertos. Il faut bien reconnaître que beaucoup d'entre eux, jamais moches, jamais inintéressants. Mais voilà, c'est Stravinsky qui a dit, mais Vivaldi, il n'a pas écrit 300 concertos, il a écrit 300 fois le même concerto. C'est méchant, comme savait l'être Stravinsky, qui était quelqu'un de très méchant. C'est faux, mais pas totalement, il faut bien reconnaître. Il y avait des formules disant qu'il réalisait. Eh bien, Bach n'avait aucun mépris pour cette musique-là. Il l'a prise, il a utilisé un concerto pour 4 violons, et il en a fait un concerto pour 4 clavecins. Mais il n'a pas juste transposé du violon au clavecin. Bon, il faut quand même rajouter pas mal de choses au clavecin, puisqu'il y a 2 mains, hein, d'accord? Mais c'est surtout qu'il a modifié les parties d'orchestre, il les a amplifiées, etc. Il a pris d'autres concertos de Vivaldi, de Marcello, compositeur italien presque inconnu de nos jours, et il en a fait des concertos pour orgue, qui sont des chefs-d'œuvre de Bach. C'est-à-dire qu'on écoute ça, on se dit, oh là là, c'est du Bach. Non, c'est du Vivaldi. Donc lui-même n'avait pas de mépris pour les autres musiques qu'on pouvait considérer comme les musiques actuelles du temps, c'est-à-dire les musiques de consommation courante. Bien. Et donc, nous avons fait cette proposition à ces musiciens de musique actuelle. 11 ans, 11 éditions. J'ai contacté un nombre énorme de musiciens. Nous avons eu pendant ces quelques années, je ne vais pas tout vous énumérer, mais du Bach version jazz, bien sûr, du Bach version musique des Balkans, du Bach version flamenco, du Bach version rock, du Bach version hip-hop, etc., etc. Et un seul musicien m'a dit non. Un seul musicien. C'est très curieux d'ailleurs parce que c'est un ami. Pianiste de jazz, voilà, à qui j'ai proposé, qui m'a dit bah non, ça ne m'intéresse pas. Ton défi, enfin ta proposition ne m'intéresse pas. Tous les autres m'ont dit mais oui, bien sûr. Enfin, pas tous bien sûr. Un dont je rêve qu'il revienne cette année. Un des plus grands guitaristes de flamenco, bien connu des Toulousains, qui s'appelle Serge Lopez. Serge Lopez,
je l'adorais, j'allais l'écouter en concert, et je suis allé le voir après, et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire un concert sur Bach, mais flamenco, quoi. Et il me dit, mais j'adorerais, mais comment veux-tu que je fasse ça? J'adore la musique de Bach, mais moi je suis totalement autodidacte, je ne lis pas une note de musique, je fais tout à l'oreille, donc je ne peux pas me pencher sur les partitions de Bach. Donc, désolé, Michel, je ne peux pas. Je vous jure que c'est vrai, 3 jours plus tard, coup de fil, c'est ok, je le fais. Et il m'a avoué après le concert, qui a été un des plus beaux concerts pour moi de musique actuelle de Passant Bach, il m'a avoué qu'il s'était acheté une guitare. Alors, ce n'est pas le cachet qu'on propose qui lui a permis d'acheter la guitare, parce qu'il trouvait que sa guitare ne pouvait pas sonner comme il ambitionnait pour ce projet-là. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui l'ont entendu. Je l'ai réinvité l'année prochaine avec son grand ami Bernardo Sandoval. Voilà. J'ai la réponse le 12 novembre. Croisons les doigts pour qu'ils puissent tous les deux s'emparer de ce projet. Voilà. Donc, dernier aspect peut-être de ce festival, c'est faire se rencontrer les différents publics assez hermétiques dans la musique. Moi, je fréquente le concert classique. Moi, je fréquente le concert de variété. Moi, je fréquente le concert de rock. Je fréquente le concert de musique électronique. Et essayer de faire en sorte que ces publics se croisent et se rencontrent. Et donc, j'en terminerai. Merci de votre attention, je vous trouve bien patient. J'en terminerai en reprenant ces chiffres et en essayant de les comparer et peut-être de voir la modeste pierre que nous avons essayé de mettre à cet édifice. Je dis vraiment modeste, hein, parce qu'il n'y a aucune prétention dans ce que nous faisons, sinon vivre la musique comme nous la ressentons. Hein. Vous l'avez compris, cette envie-là est plus un envie de l'ordre du cœur que de l'ordre du calcul, de se dire gratte, comment pourrait-on faire pour? C'est pas du tout ça, bien sûr. Alors, âge moyen du concert classique, 56 ans. Âge moyen du public, pardon, du concert classique, 56 ans. Âge moyen du public de Passant Bach, quel suspense, 51 ans. Quand même. Alors, ça paraît peu, mais très honnêtement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est ce que nous a dit, en tout cas, le sociologue. Il nous a dit, c'est notable et c'est beaucoup. Hein, voilà. Alors, c'est Passant Bach et d'ailleurs, et les cantates sans filet. Et il y a une chose très notable dans les cantates sans filet, c'est qu'il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des étudiants, et il y a des enfants qui viennent écouter. Et j'y tiens beaucoup, parce que même si évidemment l'écoute d'un enfant n'est pas aussi poussée, intense, et surtout sur la longueur que celle d'un adulte, et surtout que celle d'un adulte connaisseur, tiens, c'est quoi un adulte connaisseur? C'est un mélomane. Eh bien, vous chercherez, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour définir un amateur de culture. Trouvez-moi un mot pour quelqu'un qui aime lire. Un bibliovore? Ça n'existe pas. Pour quelqu'un qui aime bien fréquenter les expositions, un muséomaniaque, ça n'existe pas. Cherchez, je demande qu'à me tromper, mais mélomane est le seul mot qui définit celui qui va au concert et qui apprécie la musique. Et donc, ce sera peut-être ces enfants des futurs mélomanes. Alors, activité, niveau d'études, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de différence notable. Le niveau d'études est le même pour la moyenne des concerts classiques et pour ceux que nous organisons. L'activité, donc pourcentage de retraités, je vous l'ai dit, 40%, 31% pour les activités de l'ensemble baroque de Toulouse. Niveau de revenus, alors je comprends maintenant pourquoi l'ensemble baroque de Toulouse est désespérément pauvre. 5 800 € par foyer pour les concerts habituels, 3 800 € pour ceux qui fréquentent les concerts de l'ensemble baroque de Toulouse. Mais c'est très important, c'est une différence très importante. C'est pas la moitié, mais c'est pas loin de la moitié. C'est une moyenne, hein, bien sûr. Et je ne valorise pas le fait de ne pas gagner beaucoup d'argent. C'est juste que là, on voit bien qu'on ouvre une porte vers un autre public qui se dirait « moi, je ne peux pas aller ici ». Alors, sur la formation musicale, j'ai dit tout à l'heure, 53% des personnes qui vont au concert classique ont reçu une formation musicale. Et bien c'est pareil pour ceux qui assistent aux activités de l'ensemble baroque de Toulouse. La pratique musicale en tant qu'amateur, 45% de gens qui vont au concert classique continuent d'avoir une pratique, ne serait-ce que très occasionnelle, de la musique classique. Et bien là, c'est le seul chiffre où nous sommes au-dessus. 55%. Alors on peut se dire c'est dommage, parce que c'est une ouverture vers un public qui ne pratique pas cette musique,
Mais quelque part, c'est bien aussi, quand même, hein, de savoir. Ah oui, parce que une chose qui est très étonnante, c'est que les personnes qui pratiquent la musique sont souvent celles qui ne vont pas au concert. En tant que prof au conservatoire, je me suis battu des années pour que mes élèves aillent au concert. Et je vous raconte cette anecdote qui est totalement vraie. On arrive près de la fin, ne vous inquiétez pas, il reste 3 chiffres. Un soir, un après-midi, on s'aperçoit avec mon collègue qui enseignait la flûte et avec notre collègue pianiste qui accompagnait les classes de flûte, que tous les 3, nous faisions un concert le même soir, dans 3 lieux différents. Donc, on s'est dit, on va faire un battage auprès de nos élèves. Donc, on leur a dit, voilà, la semaine prochaine, tel soir, le mardi soir, tu peux soit aller écouter ton prof, soit aller écouter le prof de ta copine, soit aller écouter la pianiste qui t'accompagne au concert. On a fait ça, on a vraiment bien insisté. On a fait un bilan après. Vous savez combien d'élèves sont venus écouter l'un de ces 3 musiciens? Très exactement, 0. Et c'est une chose qui, moi, a été un vrai déchirement en tant que professeur au conservatoire, de m'apercevoir que la pratique d'un instrument n'engendrait pas nécessairement le plaisir d'aller écouter d'autres musiciens jouer. On pourrait en dire beaucoup, ce serait un autre sujet et un autre développement à avoir. Donc 55% de personnes qui suivent les activités de l'ensemble sont musiciens. Même chiffre en ce qui concerne en gros la pratique au niveau des parents, hein, de l'éducation reçue par les parents. Par contre, sur les nouveaux venus, 25% en moyenne sur les concerts autres et 38% en ce qui concerne les activités de l'ensemble baroque de Toulouse. Et ce sera le dernier chiffre que je citerai. Voilà. Et je trouve que ce chiffre aussi est parlant. Eh bien, écoutez, voilà. Merci 1000 fois de votre attention, vraiment. Merci d'avoir supporté ce premier une feuille sur laquelle vous pouvez inscrire votre adresse email si vous voulez recevoir des indications sur les prochaines conférences de l'Hôtel de la César. Il y a d'ailleurs des feuilles à l'entrée pour en distribuer avec les prochaines conférences. La prochaine, c'est mardi prochain, c'est M. Espoulas qui vient parler des constitutions et de leur histoire. Et dernière chose, pour l'ensemble baroque de Toulouse, Michel Brun et son équipe ont enregistré le Triomphe des Arts, un morceau de Bernard Aimable Dupuis, grand compositeur du XVIIIe siècle, toulousain, qui était oublié. Il y a quelques exemplaires, parmi les derniers, à vendre à la sortie. Et maintenant, la parole à la salle pour des questions éventuelles à Michael von Burnich. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages? Oui? Comme ce micro ne marche pas, parlez fort. Il ne marche pas. Peut-être. Ah ouais, il faut télécommander depuis là-bas. La fée de l'Hôtel de la César agit. Moi j'ai le train de bon, c'est pas. J'avais des trucs qui m'ont déplu dans les stages de chaque fois des concerts. C'est qu'on peut dire qu'on a un quart d'heure le premier violon, alors que je considère que tout l'orchestre est là et nous donne du plaisir, quoi. Et ça, perso, non, perso, ça me gêne. Tout à fait. Je suis tout à fait novice et béotienne, je connais rien. Tout à fait. J'apprécie ou j'apprécie pas. Mais ce genre de truc, ça m'intéresse. absolument, mais ça fait partie de ce rituel, un tout petit peu déplaisant. Je vous ai décrit le rituel d'entrée, mais en réalité, le vrai rituel d'entrée, je l'ai fait courte tout à l'heure. Mais c'est le tout venant de l'orchestre qui rentre, puis, dans les vrais beaux concerts de gala, le premier violon, puis le chef d'orchestre, éventuellement avec le soliste. Et il y a une chose
comment dirais-je, notable et un peu déplaisante, qui est effectivement le fait de catalyser beaucoup d'attention sur une ou deux personnes, et il y a la fausse modestie qui s'empare de ces personnes en question. Et voilà, c'est un rituel, ça fait partie de ce rituel. Je vous avoue qu'il m'est effectivement très déplaisant à moi aussi, pour être tout à fait franc, mais voilà, nous le subissons. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Alors, voilà, l'entrée de l'orchestre, dans le cas d'un orchestre, hein, l'entrée du piano, personnellement, j'ai assisté à ces séances-là. Hein. Le réglage, par exemple, le pianiste, vous savez que quand un pianiste vient faire un grand pianiste vient faire un récital à la Halograin, il n'arrive pas à 19h pour le concert à 20h30, mais il arrive la veille, ou en tout cas le matin, et évidemment, il travaille sur le piano en question. Parce que maintenant, tous les pianistes jouent sur le même piano. Justement parce que les pianistes qui font une très grande carrière, une carrière internationale, ils se déplacent énormément et ils veulent toujours avoir, quand ils arrivent, la même sensation du clavier, même sur un plan visuel, voilà, voir la même chose, de sentir la même chose, d'avoir la même sonorité. Donc, ils jouent tous sur un Steinway. Il n'empêche qu'il y a des micro-différences sur les Steinway, et il y a d'ailleurs un technicien qui se tient à leur disposition pour régler le piano en fonction de leur demande. Voilà. Il ne peut pas tout régler, mais il peut régler un certain nombre de choses. Voilà. Donc, vous imaginez bien que le rituel du tabouret de piano qu'il règle au dernier moment, c'est un tic, c'est un rituel. Je ne sais pas comment le qualifier. Ils n'ont pas besoin de le régler. Ils l'ont fait tout l'après-midi, ils l'ont fait, ils ont joué sur le tabouret à cette hauteur-là, mais il n'empêche qu'à tous les concerts de piano, le pianiste règle sur le tabouret. Voilà. Il y a un certain nombre de choses comme ça. C'est peut-être une façon d'évacuer le stress. Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut se moquer du rituel, mais on peut tout à fait avoir une vraie raison d'être. Tout à fait. Oui, je crois que madame... Mais écoutez, Michel Brun, je voulais vous féliciter. En plus de ça, c'est un plaisir de vous entendre. Voilà. Et puis, vous avez dit qu'on avait été patient, mais non, vous nous passionnez. Voilà, quand on vous écoute. Je vais vous écouter pour les 40 symphonies, et puis alors, le fait de chanter avec vous, alors, c'est fabuleux. Alors, on a répété chez soi, le fait de pouvoir charger et de télécharger le final. Après, toutes vos explications sont passionnantes, on reste là attaché à vos lèvres, voilà. Et après, le cantate final, il faudrait le refaire moins 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne sais pas. Vraiment, on est content de chanter ensemble. Voilà. Et puis, je vais vous féliciter pour tout ce que vous avez fait quand vous faites Face Combat d'abord. C'est ça, c'est cette musique de Bach qui est éternelle et qui se retraduit de différentes manières avec chacun son style. Voilà. Qui est éternelle, j'aime beaucoup le mot que vous employez. Voilà. Et puis, ça permet comme ça, chacun qui vient d'un univers différent, de pouvoir se rattacher à la musique de Bach. Et Bach, qu'est-ce qu'il fait? Il traduisait la vie des lieux. Voilà, donc c'est quelque chose de... Oui, puis un profond amour de l'humain, voilà. Un profond amour des hommes. En tout cas, félicitations pour tout ça. Merci. Je vous jure, je n'ai pas soudoyé la dame. Alors, moi, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai connue lorsque j'étais collégienne. Notre professeur nous a emmenés écouter un concert. C'était la première fois que j'ai assisté. Et j'étais tellement enthousiasmée qu'à la fin, pas à la fin, au milieu, je me suis levée, j'ai applaudi. Et quand j'ai vu tous ces yeux réprobateurs, je me suis assise, confuse, gênée. Et je dois avouer que lorsque je vais à un concert, j'ai toujours, au fond de moi, une petite retenue qui me dit « Attention, calme, calme ». Donc, une petite frustration de ne pas applaudir. Alors, c'est pour revenir sur la façon dont on parlait du rituel, qui quelquefois peut ne pas laisser donner libre cours à sa joie, à son bonheur. Moi, j'avoue que, si vous voulez, ce rituel des applaudissements est ambigu, hein, sur plein de plans d'ailleurs. Il faut savoir, par exemple, que lorsqu'on joue une cantate ou une passion de Bach en Allemagne, on n'applaudit pas. Il n'y a pas d'applaudissement à la fin du concert. Alors, une cantate dans un cadre liturgique, c'est normal, éventuellement, mais une cantate dans un cadre de concert ou une passion dans un cadre de concert. Bien. Donc, vous voyez que les applaudissements jouent un rôle particulier qu'on peut définir selon les périodes, les lieux, les traditions des différents pays. Mais j'avoue que, personnellement, j'ai toujours une gêne par rapport aux applaudissements. Et cette gêne rejoint ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, sur cette fausse modestie, et donc qui est aussi une manière de se mettre en lumière. J'avoue que je suis gêné, en tant que
physiquement, sur scène, au moment des applaudissements. D'ailleurs, je me fais un peu souvent fiche de moi, parce que je ne sais pas trop quoi faire de mes bras. Et j'ai hâte que ce moment se termine. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise avec beaucoup de simplicité, mais non, ne sois pas gêné, c'est nous, spectateurs, notre manière de manifester notre joie. Donc, c'est tout simple, profites-en, n'en abuse pas, voilà, comme les ténors en fin de carrière, hein, mais voilà, c'est une manière simple et directe de dire on est heureux, on a passé un bon moment. Et d'ailleurs, nous artistes, on ressent très bien la différence entre des applaudissements chaleureux et des applaudissements simplement polis. Voilà, hein. Donc là aussi, rituel de l'applaudissement qui a sa valeur. Voilà, j'ai du mal à accepter ce moment, mais je reconnais que ça a sa valeur. C'est une manière de dire j'ai passé un bon moment. Quant à ça, autre anecdote, une amie me disant bon, j'amène mes étudiants, c'est quelqu'un, une enseignante à l'université à Toulouse, qui me dit j'amène mes étudiants à votre prochain concert. S'il te plaît, Michel, ne dis pas au début du concert qu'il ne faut pas applaudir entre les mouvements. Je trouve ça merveilleux. Hein. Elle avait envie qu'ils participent et qu'ils participent de manière spontanée, disons, à leur manière. Donc, voilà, je m'en suis bien gardé. Oui. Personnellement, je suis un complet ignorant en matière de musique classique. Je ne suis pas du tout mélomane, mais j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je voudrais vous poser 3 questions. La première, cette émotion, cette révélation que vous avez ressentie personnellement, est-ce qu'elle est partagée par les musiciens professionnels en général ou vous êtes un cas un peu particulier? Ah là là, la bonne question. Et la question difficile. Je pense que chaque parcours est différent. Je pense que chaque parcours est différent. Regardez, un des plus grands pianistes du XXe siècle, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Claudio Arrau, qui est un pianiste chilien. Immense pianiste, rêvé tard d'ailleurs, mais par contre, enfant prodige. Comment dirais-je, j'ai lu un livre, une interview, hein, ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Il raconte dans ce livre qu'il a suivi toute sa vie une psychanalyse, et il était presque suivi par son psychanalyste, parce qu'évidemment il parcourait le monde hein, pour cette carrière, et pour essayer de se débarrasser de ce sparadrap de la musique classique. Et est apparu au cours de ce travail avec son thérapeute que quand il était enfant, sa mère, pianiste, je ne me rappelle pas s'il était amateur ou professionnel, le mettait dans son berceau sous le piano. Et donc, il a entendu du piano, du piano, du piano. Peut-être a-t-il, d'ailleurs, je ne sais pas, ça c'est une interprétation personnelle, mais entendu du piano, et il n'était pas à ce moment-là dans les bras de sa mère, là où probablement on est tous le mieux. Enfin, en tout cas, quand on est bébé. Hein. Et donc, rendez-vous compte la différence de ces expériences entre la mienne et la sienne. Ce vécu différent. Lui était donc un pianiste prodige, il a dû commencer le piano à 4 ans. Il donnait son premier concert à 9 ans. Moi, je ne savais même pas que la musique classique existait. Donc, je ne peux pas parler de l'expérience des autres. Je crois que chaque expérience est vraiment personnelle. Mais je sais que la musique peut être une douleur. Voilà, la musique, moi je la vois, j'ai parlé d'éblouissement et j'ai parlé de transformation vraiment profonde de ce que j'étais, mais je pense que pour certaines personnes, elle peut comporter une part de douleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une deuxième question, c'est la dernière, qui est vraiment une question de l'émotion complète. Est-ce qu'il existe des compositeurs contemporains de musique classique? Alors, oui, non mais c'est un vrai beau problème, parce que tous les compositeurs ont été contemporains d'eux-mêmes et de leur temps. Bach était un compositeur contemporain. Alors, à l'heure actuelle, il existe donc des compositeurs de musique entre guillemets classique. Alors, ce mot musique classique est gênant parce qu'il recouvre deux choses. Il recouvre une catégorie qui est, comment dire, ce qu'on appelait, quand j'étais petit, on appelait ça la grande musique. Voilà, donc c'est ça. Et puis la musique classique, c'est aussi une période dans l'histoire de la musique. Il y a eu la musique baroque, celle que je pratique essentiellement, mais pas que, puisque là je vous ai joué du Debussy, un début du XXe siècle. Donc la musique baroque, la musique classique, Mozart, Haydn, la musique romantique, Beethoven, Schumann, Brahms, et la musique, alors on va dire moderne, on a trouvé ce mot-là, Debussy, Ravel, et puis la musique contemporaine. Voilà. Mais ça ne veut rien dire contemporaine, parce que Schoenberg
qu'on classe dans la musique contemporaine, il a écrit ses œuvres en 1920. Et pourtant, son langage nous paraît encore à l'heure actuelle presque totalement incompréhensible. Donc voilà. Alors maintenant, il existe donc des compositeurs de, entre guillemets, grande musique. J'ai un excellent ami, compositeur contemporain, dont j'ai joué beaucoup la musique d'ailleurs à une période, et il faut reconnaître que c'est dans l'ensemble une musique extrêmement difficile à apprécier pour le public. Pourquoi? Essentiellement parce que, à l'heure actuelle, chaque compositeur définit sa grammaire musicale. Alors que, dans les temps précédents, il y avait une grammaire musicale qui était valable pour tous les compositeurs. C'est-à-dire, Bach, Vivaldi, Handel, Telemann et tous les autres avaient la même grammaire musicale. Ils n'avaient pas le même génie, le même talent, comment dirais-je, la profondeur de leur composition n'était pas la même, mais ils utilisaient le même matériau musical. Mozart, Haydn et leurs contemporains, pareil, et etc. Alors la musique évoluait au fil du temps. Chaque compositeur, enfin certains compositeurs apportaient des nouveautés, mais ça évoluait de manière extrêmement lente. À partir du moment, j'ai envie de dire, je caricature un peu, mais où on a dit, voilà, le langage classique traditionnel n'est plus utilisable. Ça, c'est la théorie de Schoenberg, 1920. Il nous faut trouver une autre grammaire musicale, parce que tout a été dit dans la musique tonale, la musique qui sonne bien, j'ai envie de dire. Voilà. À partir de ce moment-là, la porte est ouverte à tout. Et chaque compositeur a son langage. Le pauvre auditeur doit, en quelques minutes, quand il va au concert et qu'il n'est pas connaisseur, voilà. Alors après, je terminerai avec ça. Ce qui est choquant, à un moment donné, ne l'est pas toujours. Rappelons-nous le fait que, lorsque le Sacre du printemps de Stravinsky a été créé, ça a été tollé et un scandale, et il y a eu des bagarres, et la moitié des chaises, des sièges du théâtre des Champs-Élysées ont été cassés. D'accord? Maintenant, on écoute le Sacre du printemps, ça reste une œuvre, comment dirais-je, frappante, par moments surprenante, mais enfin, voilà, ça va, quoi. Hein, personne ne cassait son siège en écoutant le Sacre du printemps. Donc, les choses évoluent. La difficulté, donc, pour terminer avec la musique contemporaine, c'est donc que chaque langage est un langage en soi. Alors, cet ami dont je vous parlais, lui, sa grammaire musicale, c'était le quart de ton. C'est-à-dire qu'on ne divise plus les notes entre Do et Ré en un demi-ton, la touche noire du piano, entre les deux touches blanches, mais en 4 quarts de ton. Tan, 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 demi-ton, tan, 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 tan. Division plus courte. D'accord? Pourquoi pas? Sauf que quand on entend son œuvre pour la première fois et qu'on ne connaît pas son langage, on se dit c'est faux. Les instrumentistes sont mal accordés. Et quand on connaît son langage, c'est un langage musical comme un autre. Voilà. Ah, le spectateur, Voilà, il y a une dame qui s'égale de nous faire chanter. Et ensuite, j'ai découvert vraiment la musique, la première chaîne filles dans les années 60, un auditorium à l'école, un piano à queue et un professeur de musique qui nous a fait écouter des morceaux, qui nous décryptait, qui disait quelque chose. Waouh! Donc là, un pitéganthrope, petit paysan du Gers, une immersion extraordinaire, incapable de jouer d'un instrument, mais une découverte, une révélation extraordinaire. Alors maintenant, l'école, quand même, je trouve qu'elle souffre un peu pour aider les enfants à la découverte. Alors je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que vous dites, d'autant plus que, là encore, excusez-moi, mais je vais parler de moi brièvement, que, en réalité, cette découverte de la musique s'est faite de ce qui est considéré d'ailleurs par certains maintenant comme de la pire manière, par cet objet contondant qu'on appelle la flûte à bec. Comment? Mais bien sûr que non. Et moi j'ai lu récemment, il y a 15 ans, tout un rapport fait par un inspecteur de la musique au ministère disant y a-t-il eu jamais une vocation de musicien créée par la flûte à bec? Eh bien oui. Eh bien oui. Voilà. Eh bien oui. Et ce monsieur se trompait, parce qu'évidemment il posait, c'était une question rhétorique, il avait la réponse, c'était non, parce que c'est moche, c'est faux, c'est machin, c'est... Oui, mais quel bonheur
de faire de la musique avec un instrument facile, même si c'est pas très beau, même si c'est... Ça a été, moi, mon premier choc musical, voilà. Eh bien, je regrette absolument que, tout en peut-être en évoluant dans la manière de faire, certainement l'éducation nationale ait lâché sur le plan de l'enseignement musical, absolument, et en particulier d'une pratique musicale concrète, avec des instruments. Comment? Oui, l'enseignement artistique, d'ailleurs, j'ai bien compris. Non, ça veut dire que c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il y a un déterminisme sociologique extraordinaire. Absolument. Quand vous avez évoqué, bien sûr, il y a ceux qui ont la chance, et d'ailleurs, les statistiques que vous avez affichées, c'est extrêmement clair. C'est très Hein, il y a ceux qui ont la chance d'être bien nés, d'être nés dans un environnement, alors que finalement, il y a eu une période, peut-être qu'on arrivait à repêcher les gens qui avaient un déterminisme social un peu plombé, mais qui pouvaient s'en sortir. Absolument. Et dernière anecdote à ce sujet-là, une amie enseignante en collège, enseignante absolument extraordinaire, reconnue comme absolument extraordinaire. Évidemment, donc, qu'a fait l'éducation nationale, ils l'ont détachée de l'enseignement pour qu'elle soit formatrice. Quel dommage. Et cette personne enseignait donc la musique au Mirail, c'est-à-dire, on pourrait dire, à l'endroit où c'est plus difficile sur un plan général, mais en particulier pour transmettre une tradition patrimoniale, on va dire, et assez, comment dirais-je, centrée géographiquement et historiquement. Eh bien, elle faisait, en dehors de son enseignement normal, on va dire dans le temps de cours, elle faisait un atelier flûte à bec le soir après les cours. Eh bien, elle avait la moitié de ses élèves qui venaient à son atelier de flûte à bec le soir après les cours. Elle me disait, dont des grands blacks hauts comme ça, c'est une fille haute comme ça, qui ne paye pas de mine sur le plan physique, elle voyait arriver des grands gars comme ça, et ils venaient faire de la flûte à bec, voilà. Pourquoi lâcher à ce niveau-là? J'avais prévu dans mon intervention, pour tout vous dire, tout un chapitre sur l'enseignement de la musique, à l'école et au conservatoire. Voilà, hein, on est d'accord pour une autre fois.